Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Elisabeth. Bienvenue, on est très content de vous recevoir. On est toujours content de vous recevoir, mais particulièrement aujourd'hui, puisque Valeurs Actuelles, le journal auquel vous apportez votre brillante contribution, et je crois que vous êtes rédactrice en chef peut-être. Non, même pas. Même non, pas. Je suis juste journaliste, Voilà. voilà, exactement. Dans cette Donc, Valeurs Actuelles est au centre d'une tempête médiatique. Donc je le montre à propos d'un article donc, dans ce numéro qui s'appelle « Daniel Obono au temps de l'esclavage ». Alors le directeur de la rédaction, Geoffroy Lejeune, a été viré, mais alors je veux dire sans discussion de LCI. Ça a été annoncé dans Le Monde, où ils étaient très fiers de l'annoncer dans Le Monde. Alors ma première question, c'est d'abord comment vous allez? Est-ce que cette tempête vous a plutôt galvanisé ou plutôt abattu? Un peu des deux. Là, maintenant, on est plus galvanisé qu'abattu, mais c'est vrai que c'est d'une violence complètement hallucinante. Surtout quand, effectivement, le procès est, depuis le début, un procès d'intention. On a bien compris qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient ravis de régler leur compte avec Valeurs Actuelles, qui les énervent énormément, notamment à cause de son succès, et là, qui avaient trouvé quelque chose pour nous taper dessus à bras raccourcis, qui se fichaient à peu près... comme du tiers et du quart, voilà, oui. de cette fiction, et qui avaient trouvé un moyen de nous taper dessus. Donc ça a été extrêmement violent, parce que cet unanimisme, à la fois dans la classe politique et dans la classe médiatique, à quelques rares exceptions près, qu'on ne sera pas près d'oublier par contre, a été d'une violence hallucinante. Maintenant, ça va un peu mieux parce que après le temps de l'émotion absolue, il y a quelques personnes quand même qui ont réussi à faire entendre leur voix un peu plus réfléchie, à la fois dans le débat public, et puis même nous, on a réussi à se faire entendre un peu plus. Je crois que les gens de bonne volonté ont compris quelle était notre intention. On a reconnu nous-mêmes que le but étant de taper les indigénistes, et on se retrouve avec Daniel Obono qui devient intouchable. On a raté notre... Non, elle n'est pas intouchable, non, et nous continuerons à l'attaquer politiquement, voilà, comme vous le faites. Alors, je rappelle peut-être déjà, on va déjà reprendre un peu ce dont il est question, c'est une série de fiction. Ça n'est pas beaucoup dit, mais peut-être il faut le rappeler. Alors, le principe de cette série, en fait, c'est que voilà, c'est les visiteurs. Voilà, exactement. On a décidé cette année de prendre un personnage aujourd'hui et de le ramener dans une période passée. Donc on a mis François Fillon au tribunal de la Révolution, Nicolas Hulot dans les cachots de Charlemagne, Éric Dupond-Moretti au temps de Philippe le Bel. Donc voilà, c'est plusieurs personnages. Et Éric Zemmour à Waterloo. Éric Zemmour à Waterloo. Quelqu'un m'a dit que ça aurait été plus marrant de mettre Éric Zemmour en 42, voir quel choix il faisait entre De Gaulle et Pétain. Oui, c'est pas mal. Et on verra l'année prochaine si on choisit ça. Et effectivement, on a décidé, il faut replacer aussi le contexte dans lequel on vivait. On se souvient quand même que juste avant le confinement, on avait cette cérémonie des Césars où l'indigénisme avait pris une place complètement folle. La France est confinée, on ressort et on a Assa Traoré sur les plateaux de télévision qui nous explique sa vision, Camélia Jordana qui vient en renfort, et toutes ces personnes qui portent un discours indigéniste, qui le font. Daniel Obono fait partie des gens qui, dans ce pays, portent le discours indigéniste, et la différence peut-être avec les autres, c'est qu'en effet, elle est députée de la République française. Donc ça nous semblait être un personnage qui incarnait parfaitement l'indigéniste, et on a voulu la renvoyer au temps de l'esclavage dans cette fiction pour expliquer précisément que tout n'était pas manichéen, que non, l'Occident n'était pas responsable de tous les maux, notamment en Afrique. Alors en fait, l'effet que ça donne, en fait, c'est de confronter, disons, Daniel Obono avec ses idées d'aujourd'hui, l'insoumise, etc., exactement, à la réalité de l'Afrique qu'elle fantasme en quelque sorte, puisque pour elle, elle nous parle de l'Afrique comme une espèce de continent merveilleux. Voilà, et donc c'était ça l'idée. Alors, donc il y a ce récit, qui est ce qu'il est. Et dont on pense exactement ce qu'on veut. Voilà, qui me bat. Non, alors on en pense ce qu'on veut sur sa qualité. Après, sur le caractère raciste, non. Ah non, parce que ce récit, moi, ne m'apparaît pas. Honnêtement, moi, j'ai trouvé ça pas mal. Un peu lourdingue, pour vous le dire, un peu lourdingue dans son manichéisme un peu inversé, mais surtout, je n'ai rien vu de raciste. Mais je l'avoue, je fais partie des rares personnes qui n'ont même pas trouvé les dessins choquants. Puisque, en fait, les dessins, vous auriez pu, puisque votre idée de dire qu'il y a eu des esclavagistes en Afrique, ça aurait peut-être été de très mauvais goût de la représenter plutôt en esclavagiste. C'est ça qui est très étonnant dans cette histoire. Mais elle est représentée en victime. Vous n'avez pas cherché non plus, je crois, dans les dessins, à la desservir, à la rendre vilaine. Et dans le texte, il n'y a pas un mot
insultant sur elle. C'est juste, Non, vous c'est jouez vraiment- juste en fait sur ce contraste. Exactement, l'idée, c'était d'expliquer en fait une situation et Danielle Obono la découvre elle-même une situation qui contredit ce qu'elle raconte toute la journée. Effectivement, les dessins, en fait, pour comprendre encore une fois l'intention. Donc voilà, c'est ce dessin-là, je pense, Voilà, qui qui a a fait, prétendument choqué. Je dis prétendument parce qu'il me semble que beaucoup de ces ça. indignations sont tout à fait surjouées. Mais Ah mais de son côté, probablement, je ne vais pas lui faire à mon tour un procès Ouais. d'intention, mais effectivement, vu la militante politique qu'elle est, je ne crois pas que ce dessin l'ait empêchée de dormir. Maintenant, voilà, si elle nous dit qu'elle a été blessée, on entend qu'elle a été blessée, très bien. En revanche, nous, ce qui nous paraissait important, c'est de convaincre les gens de bonne foi ou de bonne volonté dans ce pays qui étaient choqués par ce dessin. Le dessin, encore une fois, s'il faut expliquer comment ça s'est passé, il y a un texte qui est écrit, un texte de fiction dans lequel Danielle Obono est en effet réduite en esclavage, vendue et réduite en esclavage. Donc le dessinateur illustre en fait la fiction. Donc tout est extrêmement cohérent. On n'a pas, par plaisir, comme certains l'ont quasiment laissé entendre sur les plateaux de télévision en faisant fi du texte, ont quasiment expliqué qu'on avait mis un dessin comme ça gratuitement, Danielle Obono. non, il y a même moi des gens qui m'ont expliqué, des gens très bien d'ailleurs et qui n'en démordent pas, que ça dénote chez vous le fantasme quasiment sexuel, m'a-t-on dit, Ah ouais, je vous le carrément. livre. Je veux dire, un espèce de fantasme sur les noirs enchaînés. Voilà, que Oui, ça non, vous alors ferait, c'était ça effectivement vous ferait pas- effectivement plaisir de voir des noirs enchaînés. Alors c'est déjà évidemment faux, mais surtout quand on lit le texte, je veux dire, le rapport à l'esclavage, il ne fait pas l'ombre d'un doute. L'esclavage Alors, est c'est une abominable, condamnation de l'esclavage. évidemment. Voilà. Et en fait, notre idée, c'était de dire l'esclavage est évidemment une horreur, mais qui a été pratiquée par beaucoup de gens très différents. Et l'Occident n'est pas seul responsable. C'était la seule... Mais la seule, c'est juste, vous avez raison, mais ce qui m'étonne d'ailleurs même, je sais pas d'ailleurs, ce propos-là avait fait scandale il y a quelques années, vous vous rappelez certainement, vous étiez trop petite, mais vous avez dû en entendre parler, Exactement. de l'affaire Pétré-Grenouillot, puisque quand il a sorti cet universitaire tout à fait sérieux, qui s'est installé à Nantes parce qu'il est habité par cette histoire de l'esclavage et qui fait un gros bouquin à la Bibliothèque des sciences humaines, sur la traite. pour dire, et qui raconte effectivement, alors il y avait même les chiffres, que les traites, les chiffres des victimes, que j'ai oublié, mais enfin il parlait des traites, ce qu'on appelle les traites transatlantiques, donc effectivement menées et faites Européennes. par des Blancs, par des Européens, et il y avait les traites de l'océan Indien et interafricaines et de l'océan Indien, qui sont faites par des Arabes et Mais des bien Noirs, sûr. voilà, Et quand sur on- d'autres Noirs. C'est en ça, l'occurrence. et Et ça avait déjà fait scandale. Et ça avait fait scandale et on se souvient en fait, et c'est Mais- là où on comprend qu'on bascule dans un débat qui est extrêmement, enfin dans un combat qui est très politique et idéologique. On se souvient de cette phrase de Christiane Taubira elle-même disant il ne faut pas insister sur l'esclavage arabo-musulman parce que c'est très lourd à porter pour les jeunes arabes. Mais ok. C'est même dans la loi. Mais bien sûr, C'est même c'est dans ça, la c'est qu'il loi ne faut pas. Taubira, c'est qu'on n'a quasiment pas le droit, si vous voulez, si on en D'évoquer. croyait la loi, d'évoquer cet C'est esclavage-là. ça. Mais simplement, ce qui m'étonne en fait, c'est que dans cette, comment dire, c'est même pas le propos qui a choqué. Non, C'est-à-dire, bien sûr. c'est pas, personne n'a commenté votre propos en disant, mais en fait, ils font ça pour absoudre l'Europe, pour absoudre les responsabilités de l'Europe. Personne n'a pris le fond de votre propos. Soit pour dire que historiquement c'était des âneries, ou soit pour le contester politiquement. En fait, personne qu'on n'a aurait- parlé du c'est propos ça. du texte. Non, bien sûr, mais c'est parce que je pense aussi que pour le coup, ça évoque, ou en tout cas, ça met le point sur une réalité dont beaucoup de gens n'avaient pas forcément envie de parler, je pense aussi. Et effectivement, on s'est concentré sur cette image et sur l'émotion réelle ou supposée qu'elle avait provoquée. Et comme trop souvent aujourd'hui, il y a un procès, une tornade absolument surréaliste qui se déverse sur le terrain émotionnel sans que personne ne réfléchisse, avec des gens qui vous avouent, même après en avoir parlé, qu'ils n'ont tout simplement pas lu le texte. Oui, alors Ça ne les intéresse je pas. précise quoi. pour les gens pour les gens qui ne le savent pas, c'est que sur le plateau de Pascal Praud, qui lui vous a défendu, je crois, tout à fait fermement, Clairement. mais sur le plateau de Pascal Praud, vous avez fait avouer à Gérard Leclerc qu'en fait, Ouais, qu'il n'avait pas lu le texte. En voilà. fait. Et il m'a dit non, mais moi, c'est pas le texte qui m'intéresse. Bah oui, enfin bon, en fait, c'est un texte dont on parle. Donc voilà, donc c'est assez hallucinant et c'est pour ça qu'on voit que s'il y a eu des personnes de bonne foi dans ce pays qui ont été sincèrement choquées, je pense qu'ils ont entendu nos explications, l'intention et pourquoi ce texte existe dans Valeurs Actuelles. Maintenant, il y a des gens de très mauvaise foi qui profitent de cette situation pour nous attaquer. Et là, on est sur quelque chose de différent. Et c'est pour ça que pour répondre à votre question initiale, aujourd'hui, on est beaucoup plus galvanisé dans la mesure où on se dit, en fait, la fiction, ça ne nous a pas réussi. On va revenir sur le terrain du journalisme qu'on fait, je crois, très bien. Et on va, dès la semaine prochaine, faire un dossier sur les indigénistes en disant, voilà ce qu'on voulait vraiment dire, voilà ce qu'on a à dire, voilà quel est leur discours et voilà ce qui nous gêne dans les idées et dans ce que défend Madame Obono. Et j'espère que vous n'aurez pas peur de citer les nombreuses
et tout à fait affriolante déclaration de Madame Obono. Non, ça, on n'aura pas peur. Voilà. Et non, mais alors justement, parce que dans le fond, la ligne de défense un peu de valeur, ça a été, puisqu'on n'a pas été compris, ça veut dire qu'on a fait une bêtise. Ouais. Alors, elle m'inquiète presque, en fait, cette ligne, parce que ça veut dire que, dans le fond, on va faire de l'autocensure. Comme on n'est pas sûr d'être compris, mais enfin, sur 80% de ce que vous dites, vous ne serez pas compris par un certain nombre de gens. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut bien comprendre que la ligne de défense, c'était de dire, il y a un terrain moral, politique, tout ce que vous voulez, où là, on est extrêmement clair. Ce texte-là a été relu par la rédaction, il est assumé, on sait pourquoi on l'a fait, on sait d'où on est venu. Après, quand on dit on n'a pas été compris dans ces proportions-là, et du coup, on arrive à un résultat qui est inverse à celui qu'on voulait provoquer, ce qui ne nous arrive pas parce qu'il y a une stratégie aujourd'hui à Valeurs Actuelles qui n'est pas celle de la provocation gratuite. Or là, tout le monde a compris que c'était ça. Et du coup, on dit qu'il y a une erreur stratégique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas au résultat qu'on avait attendu. Donc c'est une erreur stratégique. Donc on ne le referait pas comme ça si c'était à refaire, on le referait différemment, mais en disant exactement la même chose. Et si la question c'est est-ce qu'on continuera à attaquer ce que défend Madame Obono, oui, on continuera à le faire parce qu'on sait que c'est important à la fois pour le pays et pour... Moi qui aime me faire l'avocat du diable, en l'occurrence vous, mais merci. Je dirais que, à mon sens, encore une fois, sur la qualité littéraire, on a le droit d'avoir toutes les opinions, c'est pas notre propos. Mais encore une fois, et j'espère que la justice, on va en dire un mot, le validera, mais s'il s'avère que ce texte n'est pas raciste, je ne vois pas pourquoi vous dites on a fait une bêtise, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de mauvaise foi dans les attaques. Bien sûr. Donc vous auriez fait... La ligne, en tout cas, moi, de Valeurs Actuelles, du premier communiqué, etc., c'est de dire, si Madame Obono a été blessée personnellement, on lui présente personnellement des excuses à elle parce que le but n'était pas de la blesser. Maintenant, on ne s'excuse pas d'avoir publié ce texte dans la mesure où on explique encore une fois ce qu'on voulait faire, etc. Les gens peuvent trouver ça complètement con depuis l'idée jusqu'à la réalisation, il n'y a aucun problème. Ils peuvent contester ce qu'on a voulu dire, comment on l'a fait, etc. Il n'y a aucun problème. Par contre, nous faire effectivement le procès en racisme, quasiment en esclavagisme, parce qu'il fallait quand même quasiment expliquer qu'on était contre l'esclavage, avec une mauvaise foi complètement hallucinante. Mais ça, c'est complètement de mauvaise foi. Parce que le texte fait vraiment pleurer dans les chaumières. Non, mais bien sûr, il n'y a absolument aucun doute sur le fond. Et c'est un texte empathique avec les victimes et donc empathique avec cet Obono de fiction. Exactement, complètement. Et effectivement, il y a une empathie par rapport à l'état dans lequel elle est, projetée au XVIIIe siècle. Et en plus, effectivement, elle est mise dans une position de victime et dans une position de victime qui ont existé en fait. Et quand, en plus, les indigénistes nous parlent beaucoup, effectivement, de l'esclavage, et qu'ils en sont quasiment les descendants, qu'ils le soient ou pas d'ailleurs, et qui nous disent en permanence que cette victime absolue qu'ils sont a un bourreau qui est absolu, et quand on va sur ce terrain-là et qu'on représente Madame Obono effectivement en victime, que en plus on plaint du début à la fin de ce texte, il est étrange au fait que ça provoque un tollé pareil. Alors je vais quand même vous poser la question qui est venue dans la tête de beaucoup de monde. Est-ce que vous auriez pu le faire avec un juif que vous auriez placé dans un camp de concentration? Mais en fait, les choses sont... Moi, ça m'a fait un peu halluciner de voir cet exemple-là sortir. Moi, j'ai une réponse, mais je vous la donne. Parce que, en fait, si on le faisait, si on le faisait dans l'état d'esprit dans lequel on l'a fait là, c'est-à-dire qu'on placerait effectivement un juif dans un camp de concentration il y a quelques années, mais il faudrait qu'il y ait une raison pour le faire. Or, il n'y a pas un juif aujourd'hui, pour reprendre cet exemple-là, qui nous dit les nazis étaient noirs. Ou pour vous dire simplement, si un juif disait par exemple tout le temps que la Shoah était faite par des Français, voilà, ça pourrait justifier effectivement de le confronter à cette réalité. Ça. Et là, on pourrait le faire effectivement s'il y avait un discours qui était porté sur cette période-là de l'histoire qui était complètement hallucinant ou complètement réducteur. C'est évidemment le cas là. C'est pas par plaisir qu'on s'est dit tiens, on va mettre Daniel Obono. D'accord, mais je vous dis ça parce qu'il est vrai, je me suis posé la question, il est vrai que l'image... Si vous voulez, l'image, si vous représentiez, je ne vais pas donner de nom parce que ça va... Mais si vous représentiez un intellectuel juif dans un camp de concentration, l'image serait effectivement très choquante. Bon, on n'a pas la même distance historique non plus, mais... Bien sûr que c'est choquant, mais encore une fois, et c'est pour ça d'ailleurs que très sincèrement, on s'est dit même Daniel Obono, avec toutes les différences qu'on peut avoir sur le terrain politique, etc., on peut effectivement se dire probablement elle n'a pas pleuré pendant une semaine devant ce dessin. Il n'empêche qu'on s'est dit tout de suite devant l'ampleur de la polémique, effectivement, le dessin, en fait, il est très désagréable, extrêmement dérangeant. Pourquoi? Parce que la situation dans laquelle on met Daniel Obono est absolument atroce. Et effectivement, voir une femme enchaînée, c'est insupportable. Donc on s'est dit, effectivement, Daniel Obono
Obono, devant ce texte, a pu se sentir réellement blessé. Et c'est exactement pour ça que nos excuses personnelles à Daniel Obono étaient très sincères, parce que le dessin, on reconnaît bien que la situation est atroce, quoi. Ça, y a aucun... Oui, bien sûr. Non, mais je le redis pour les gens qui ne l'ont pas lu, à aucun moment il n'y a l'ombre d'une excuse pour les esclavagistes. La seule chose qu'on peut vous reprocher, c'est que un peu à l'inverse de ce qui se passe dans le discours des indigénistes où l'esclavagiste est forcément un blanc et par définition, c'est dans ses gènes. Là, on ne voit que des esclavagistes noirs ou arabes. C'est ça, là, effectivement, elle est rachetée par... Oui, les négriers sont noirs, après elle est vendue à des arabes, et en plus, à la fin de ce texte, effectivement, elle est sauvée par un missionnaire, du coup, français. Et en fait, ces gens ont existé, mais effectivement, du coup, je comprends ce que vous dites, c'est l'histoire inverse. Voilà. Là, on a l'impression qu'effectivement, les blancs sont gentils et les noirs sont méchants. Donc c'est effectivement... Mais voilà, c'est une fiction qui a une fiction, ça, je crois que c'est très très important aussi de défendre le droit de la fiction. C'est-à-dire qu'en fait, si ce texte est problématique réellement en tant que fiction, parce qu'il heurte à la fois des convictions des personnes, etc. Je veux dire, dans la littérature, on va avoir des problèmes, en fait, parce que c'est vrai que dans la littérature, vous placez rarement dans un roman... Évidemment, vous n'allez pas dans un roman de Balzac, on ne trouve pas des personnages contemporains. C'est sûr, mais on trouve en fait des situations... Alors là, je comprends bien que c'est Madame Obono qui est renvoyée au XVIIIe siècle, mais je veux dire, dans l'imaginaire de la fiction, on peut tout imaginer. Si on commence à mettre des limites, et vous avez raison sur un argument, effectivement, qu'on a peu entendu, parce que dans une discussion aussi passionnée, c'est très compliqué, mais elle-même se représente non pas en esclave, mais en descendante d'esclave. C'est son identité, c'est tout à fait son droit est tout à fait légitime. Alors évidemment, elle le fait, pas en esclave. Non, bien sûr. Mais effectivement, l'imagination n'est pas... Mais en fait, c'est surtout pour prouver notre bonne foi, c'est qu'on n'imaginait pas effectivement que la représenter, encore une fois, comme victime. On l'aurait représenté esclavagiste, en train de réduire en esclavage ses frères noirs. Là, j'aurais compris que ce soit extrêmement violent. Là, on la représente en victime en plus. Donc, je veux dire, il n'y a évidemment pas d'intention ni d'humiliation, ni d'attaque personnelle méchante, quoi. C'était vraiment pas le but. Et je crois que là, pour le coup, tout le monde peut le comprendre. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, parce que ce ne sont pas les images en tant que telles de l'esclavage qui choquent, il y en a tout le temps. De même, effectivement, de la même chose sur les camps de concentration. Il y a une bande dessinée, Maus, qui est absolument magnifique. Je veux dire, effectivement, il dessine. C'est ça. Il dessine des déportés. Les images sont terribles. Parce que la situation est atroce. Alors, essayons d'analyser maintenant un peu ce qui s'est passé. Je voudrais qu'on parle de 3 plans, en fait. La justice, qui a réagi... Alors, là, c'est pareil. Si on réfléchit calmement, on se dit un procureur qui ouvre une enquête sur une fiction... Une enquête préliminaire. Donc, à partir d'une fiction... Ça fait quand même un peu peur, quoi. Enfin, je comprends pas en fait que tout le monde se dise on va où en fait, quel est le but exact. Alors moi je pense que vous savez, on parle souvent du gouvernement de l'opinion. Moi je pense que nous entrons dans l'ère de la justice d'opinion. Oui, c'est un peu dramatique, quoi, parce que là, d'abord ça ne va pas s'arrêter. On le dit en permanence, et pour le coup, à valeurs actuelles, on s'en plaint un peu pour le pays, pas tellement pour nous-mêmes, mais cette judiciarisation permanente où on se dit tiens, on va ouvrir une enquête, on va faire ça, au lieu de se parler entre personnes qui, on l'espère, peuvent encore se comprendre. C'est vrai que c'est assez inquiétant. Et en plus, là, quand on est sur le domaine de la fiction et qu'on nous dit on a le droit, et en plus, effectivement, la semaine où s'ouvre le procès de Charlie Hebdo, parfois on a le droit, parfois on n'a pas le droit, on n'a toujours pas compris pourquoi, en fait, quand on est encore une fois sur le terrain de la fiction. Alors on nous dit c'est un journal satirique, pas vous. Oui, enfin bon, il n'y a pas un lecteur qui a pu croire que c'était un article ou je sais pas quoi, c'est une fiction. Non, tout à fait. Ça s'appelle, il y a écrit en gros le roman de l'été. Il y a une phrase au début qui explique le roman de l'été, il a été toutes les semaines pendant tout. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun doute possible. Donc on ne comprend toujours pas pourquoi on n'a pas le même traitement que les autres, ou plus exactement, on comprend exactement pourquoi, et ça n'est pas du tout pour des raisons de blessure c'est tout simplement un combat politique, et encore une fois, c'est Valeurs Actuelles qui est visé infiniment plus. Alors Valeurs Actuelles et Emmanuel Macron. Parce que l'idée, en fait, à mon avis, vous êtes aussi un peu la victime d'un règlement de compte à plusieurs bandes, je dirais, parce que, évidemment, il y a beaucoup de gens qui n'ont absolument pas digéré qu'Emmanuel Macron vous parle, mais c'était dans sa courte période où il a semblé considérer que ceux qu'on appelle les réacs étaient des êtres humains. C'est ça. Mais apparemment, nous sommes sortis de cette période, donc... Et je me rappelle pas d'ailleurs, je ne sais pas si quand on se fait insulter, est-ce que le président va nous appeler. Mais enfin bon. Moi, je peux vous assurer qu'il ne m'a pas appelé. Mais... Bon, on n'est pas député non plus, chère Charlotte. C'est ça. Donc, mais est-ce qu'il appelle Marine Le Pen quand elle se fait insulter? Je n'en suis pas sûre. Et puis Éric Zemmour n'est pas député. Non. Non, mais
c'était pas la même chose. Là, c'était une agression physique. C'est pas Oui, pareil. mais je dis ça parce qu'on comprend bien qu'Emmanuel Macron, qui a décroché son téléphone, effectivement, c'est absolument incomparable d'être agressé physiquement ou même en parole, etc., dans Oui. la rue, ou là où c'est pas une agression et au pire, elle est blessée. C'est pas la même chose, mais on comprend bien qu'Emmanuel Macron, qui a décroché son téléphone, il s'est dit, bon, là, je peux décrocher mon téléphone, c'est de l'autre côté du spectre politique. Je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas une affaire de communication. Je me rachète. Puisque Emmanuel Macron est quand même un pro de la communication, on a tous très bien compris. C'est ça, je me rachète, j'envoie un signal à la alors, gauche. d'ailleurs, vous avez parlé d'agression physique, disons-en, c'est bon disons-en un mot très vite, parce qu'il y a malgré tout, c'est vous qui avez été l'objet d'agression physique. Il y a quand même la Ligue de défense noire qui a déjà organisé, je crois, 2 rassemblements devant. Voilà, et qui sont venus devant les locaux en nous expliquant que puisque nous avions écrit avec nos bras, ils avaient pour ambition de nous arracher les bras. Ce qui est quand même jamais très agréable. Et donc, heureusement que c'est pas parce que vous parlez avec votre langue. Exactement. Et du coup, voilà, ils ont promis de revenir. Et voilà, il y a quand même, on reçoit énormément de menaces depuis la publication de ce papier. Voilà, on nous accuse des pires trucs. La Ligue de défense nord-africaine nous expliquait quand même devant les locaux qu'en fait, on l'avait réduite en esclavage parce qu'on était pour l'esclavage, quoi. Ce qui est quand même magnifique, et que pour nous, voilà, tous les Noirs devaient être réduits en esclavage. Mais alors, justement, moi, j'aimerais savoir une chose. Est-ce que puisque vous êtes l'objet de défense, est-ce que vous avez été contacté par la police? Est-ce que vous avez vous-même contacté la police? C'est-à-dire, est-ce que vous avez le droit à la protection de l'État qui devrait peut-être... Je sais qu'il y a des discussions parce qu'il y a des menaces qui sont réelles, donc il y a des discussions qui sont en cours. La police était évidemment présente, et les gendarmes aussi d'ailleurs, le jour où la Ligue de défense nord-africaine est venue manifester devant les locaux. Il y avait la police qui était là. Maintenant, aujourd'hui, c'est des discussions qui ne sont pas menées par moi, donc je ne peux pas aller plus loin. Mais est-ce que vous pensez que vous devriez tout de même avoir, ne serait-ce que pendant quelques temps, une protection policière? C'est très difficile de répondre à cette question parce que d'abord, on ne se rend pas forcément compte de la menace, et puis on ne l'évalue pas. Et effectivement, on n'a pas du tout envie de rentrer sur ce terrain-là parce qu'on espère quand même que... mais on sait aussi qu'il y a une menace, qu'il y a des gens qui sont agressés à la fois physiquement et jusque parfois dans le pire des situations. Donc voilà, s'il y a des professionnels qui nous disent qu'il faut le faire, on le fait, quoi. D'accord, mais non, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si des professionnels s'en inquiètent. Mais ça, vous ne le savez pas. C'est-à-dire, est-ce que... je sais qu'en tout cas, dès le début, effectivement, Beauvau a répondu, puisqu'ils ont envoyé des policiers dès le lendemain, etc. J'ai l'impression qu'on rentre un peu... Parce que sinon, ils sont rentrés dans vos locaux assez facilement. Ça, c'est sûr, mais c'était le samedi... Bon, c'est fini maintenant. C'est plus la peine. On ne rentre plus comme ça. Exactement, on ne rentre plus à Valeurs Actuelles comme ça. Voilà. Alors, l'aspect politique et l'aspect médiatique. Mais l'aspect politique, moi... je dois dire que 4 ou 5 ministres d'un gouvernement, dont le garde des Sceaux, si vous voulez, qui attaque un journal d'opposition, et le président de la République, garant de la neutralité de l'État, de l'indépendance de l'information, de l'indépendance de la justice, et j'en passe. Si vous voulez, moi, ça m'a choqué. On n'a pas été beaucoup, mais tout le monde me dit, non, ils ont bien le droit, c'est des hommes politiques, ils ont bien le droit d'exprimer leur opinion. Vous en pensez quoi? Le fait est que oui, ils ont le droit s'ils veulent, mais en fait, ce qui est un peu gênant, c'est quand le président de la République intervient dans une affaire comme ça en appelant Daniel Obono pour lui assurer son soutien en disant que ce qu'on a fait était atroce. En fait, il alimente quand même l'idée qu'il y avait une attaque absolument personnelle et monstrueuse envers Daniel Obono. Il a réagi tellement vite que je doute vraiment fort qu'il ait même lu ce texte avant de l'appeler. Et c'est pour ça que je vous dis, là pour le coup, on doute assez peu du ressort qui a poussé Emmanuel Macron à appeler Daniel Obono. Et là, on entre effectivement sur un terrain politique. En plus, effectivement, Emmanuel Macron, certains n'ont pas digéré qu'il nous donne une interview. Et puis lui, c'était facile de dire, j'ai donné une interview à Valeurs Actuelles parce que les lecteurs de Valeurs Actuelles sont des Français à qui on a le droit de parler. Merci beaucoup. Mais voilà, je suis aussi capable de défendre Daniel Obono contre Valeurs Actuelles. Et voilà, bon, tout ça est quand même énormément d'esbrouf. Honnêtement, il essayait de se faire pardonner. Parce que je pense que la période où il essayait d'être un peu ouvert, disons, au courant qu'on appelle les réacs, je veux dire, je pense que cette période s'est fermée. Ah oui, je pense qu'il est sur une autre stratégie et que maintenant... Mais voilà, bon, après, les ministres, effectivement, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Justice, bon, au bout d'un moment... il y a eu d'autres ministres, il y en a eu 4, moi j'en ai compté 4. Oui, sans doute, mais il faut noter aussi, à l'inverse, Marlène Schiappa, qui elle, n'a pas tweeté et qui surtout, dans une interview à France Inter, a dit qu'on pensait ce qu'on voulait de cette fiction, mais que par ailleurs, elle continuerait à parler à Valeurs Actuelles parce que, en effet, il y a des lecteurs qui ont aussi le droit
droit de savoir ce que fait le gouvernement et ce que fait en l'occurrence Marlène Schiappa. Gabriel Attal a répondu exactement la même chose. Donc voilà, il y a aussi eu des ministres qui n'ont Voilà pas qui les sombré dans honore. voilà qui les honorent, franchement. Et voilà, et dans le peu de soutien, dans le peu de voix qu'il y a eu pour s'opposer et pour essayer de réfléchir un tout petit peu dans les hurlements unanimes, ça a compté beaucoup pour nous, quoi. Bah oui, surtout des voix un peu de gauche. C'est ça, évidemment. Donc c'est quand même. C'est De quand gens même. qui Alors, savent par ailleurs en plus ce qu'on est pour nous avoir rencontrés, mais il y en a beaucoup qui savaient exactement ce qu'on est et que ça n'a pas Alors empêché c'est de ça, hurler c'est qu'en avec plus les mots. je voulais dire que bien sûr, en plus avec Geoffroy Lejeune, il y a plutôt une politique d'ouverture Bien sûr. du journal, Complètement. c'est-à-dire que vous avez gardé une ligne, vous n'êtes pas de Ouais. gauche, c'est assez Non, clair, non, ça, mais c'est il me clair. semble qu'il y a eu une ligne d'ouverture. Geoffroy a 30 ans, effectivement, et donc il connaît un peu beaucoup de gens Bien dans sûr. Paris qui savent parfaitement qu'il n'a pas Parfaitement une once qui de il est, racisme. évidemment, et Geoffroy et Tugdual Denis, qui est son adjoint Ouais. et qui ont été beaucoup au front ces derniers jours. C'est sûr que le procès qui leur a été fait par des gens qui les connaissent par cœur est un peu ridicule, quoi. Enfin, il est plus que ridicule, Oui. il est dangereux même. Enfin, il est méchant, il est. Enfin, tout Je ce dirais que vous plutôt que voulez, c'est un quoi. peu dégueulasse. Mais... Ah oui, non, mais bien sûr. Non, mais en plus, honnêtement, enfin, personne peut être dupe d'une affaire pareille. Comme quand LCI. Ah si, beaucoup de gens. Alors justement, j'en viens à LCI parce que, à mon avis, déjà le gouvernement, le pouvoir politique, si vous voulez, ça me paraît tout de même assez grave, d'autant plus qu'il y a une affaire judiciaire en cours. Bah, c'est ça. Donc, Oui. si vous voulez, là quand même, j'espère que les magistrats, eux, du siège ne vont Oui, pas se on laisser on espère. intimider Oui. et ne vont pas juger à l'opinion. Parce que ce serait tout de même inquiétant. Bon, de toute façon, elle allait porter plainte, donc Oui, c'est ça. ils donc, auraient- de toute façon. ce que je veux dire, le parquet a ouvert, mais ils auraient tout à fait pu s'en dispenser, Clairement. puisqu'elle qu'elle elle s'est constituée partie civile. tout à Donc, fait. donc évidemment, la justice aura à trancher. Mais moi, ça m'inquiète un peu, je dois vous le dire, parce que si la justice s'incline devant l'opinion, Ah oui, là, ça va être compliqué, ouais. et que comme c'est les juges maintenant, ce sont les juges qui ont le droit de nous dire ce qui est raciste ou pas. Et puis l'opinion de qui aussi? C'est une question, c'est Ah oui. une autre question parce que c'est. Devant Là, on a l'impression effectivement, Bah. la tempête médiatique et politique, c'était le sujet le plus Ouais. important de toute la France Bah à la oui. fin de l'été. Je crois franchement que vu l'état du pays, il y a quand même Bah des oui, sujets qui mais inquiètent devant, un tout petit peu oui, plus devant ce l'opinion qu'on appelle publique, quoi. l'opinion dominante, qui C'est est ça. très minoritaire, si vous voulez, mais Ouais. qui est ce qu'on appelle Mais- l'opinion dominante, qui les est- belles c'est ça, personnes, exactement, comme dit les belles personnes. l'opinion éclairée dit Alain Exactement. Finkielkraut, Jean-Luc Mélenchon parle des belles personnes. Mais moi, je dois dire, je crois que ce qui m'a le plus ulcéré dans cette affaire, qui m'a beaucoup ulcéré, je dois dire, et qui m'a un peu pourri le week-end que je passais tranquillement, c'est le comportement des médias. Là, j'avoue que apprendre dans le monde, effectivement, que je veux dire, ils ont voulu le faire savoir, ils Oui, en oui. étaient fiers, les patrons de TF1, de LCI, qui annoncent dans le monde que Geoffroy Lejeune est licencié. Le même jour, Le Monde fait un éditorial édito. absolument incroyable, et c'est le jour de l'ouverture, enfin la veille, puisque Le Monde sort ça. l'après-midi, de l'ouverture du procès de Charlie Hebdo. C'est-à-dire que tout le monde célèbre la liberté d'expression, la liberté de la presse, on est tous pour, et le même jour, si vous voulez, on fait le boycott. applaudit à l'éviction d'un journaliste. Là, je dois dire, les bras m'en Tout en sont- appelant dans l'édito du Monde au boycott oui, carrément au de tous les boycott autres, de tous voilà. les journalistes de valeurs C'est actuelles, les extrémistes, les racistes, les fascistes. Non, ils disent pas fascistes, ils disent Non, non, mais extrémistes voilà, et racistes. Et que, enfin bon, c'est un édito, à mon avis, vraiment abject. Ouais, complètement. Mais je dois dire que le comportement des médias en général, de TF1, je veux dire, je dois dire qu'effectivement, j'étais contente de pouvoir intervenir sur CNews parce que je crois que c'est un des rares endroits où la parole a été à peu près équilibrée. Oui, c'est ça, a été équilibré, ou en tout cas, il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de, non seulement de comprendre, et du coup de défendre Oui. notre bonne foi qu'ils ont jugée Et vous avez pu vous dire. très bonne, et on a pu se défendre nous-mêmes, Voilà. évidemment. Alors, il y a différents plateaux qui ont ouvert évidemment leurs portes pour qu'on puisse venir s'expliquer. C'était plus ou moins houleux dans l'explication et dans les réactions qu'il y avait autour, mais c'est surtout effectivement... en fait, moi, ce que je reproche le plus aux journalistes qui ont quand même un métier qui est identifié, c'est d'avoir laissé courir comme ça pendant 3 jours en commentant sur des plateaux complètement unanimes un dessin, de laisser penser en effet que ce dessin était là tout seul comme ça et que la visée était évidemment à la fois esclavagiste, raciste, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute, etc. Le métier d'un journaliste, il peut dire tout ce qu'il veut, encore une fois, sur ce qu'il pense de la qualité de ce texte, de l'idée au début, machin, ils peuvent dire absolument ce qu'ils veulent. La moindre des choses, c'est de commencer par expliquer aux gens à qui ils s'adressent dans quel cadre intervient ce dessin, pourquoi, quel est ce roman de l'été, comment ça a commencé, quelle est l'idée, etc. Or, il y a
extrêmement peu de journalistes qui l'ont fait. Et jusqu'à aujourd'hui, et quand effectivement le PDG de TF1 s'adresse au Monde pour expliquer l'éviction de Geoffroy Lejeune des plateaux de LCI. On est entre gens bien. Ah oui, alors là, on est vraiment entre gens bien. Et puis vraiment, on a pris les plus hauts placés pour expliquer que vraiment c'était très grave. Et quand il explique que c'est absolument plus possible d'avoir cet homme sur nos plateaux parce que ça dépasse les valeurs que peut supporter LCI, alors que ça fait 3 ans que Geoffroy Lejeune va extrêmement régulièrement chez eux et qu'ils le connaissent par cœur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, oui, vous avez raison, c'est dégueulasse, mais c'est franchement ridicule, quoi. Et je pense aussi, d'ailleurs, que ça a été un peu le début d'un basculement, même dans notre manière à nous d'intervenir, dans la manière de se défendre et de contre-attaquer surtout. Et dans la tête de beaucoup de gens, il y a quand même un truc qui s'est passé. Il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit que voilà, ils étaient choqués, que ce texte, et en même temps, l'éviction de Geoffroy, tout à coup, ils se sont dit, là, ça va quand même beaucoup trop loin, en fait. Oui, et effectivement, les journalistes qui ne supportent pas qu'on critique la ligne, l'article, la position d'un confrère avec des mots sur un plateau dans le débat public, ils ne supportent pas ça. Et alors là, c'était haro sur la rédaction de Valeurs Actuelles. Et je reviens au début, je pense qu'il y a beaucoup, même de journalistes, que le succès de Valeurs Actuelles et la stratégie de Geoffroy Lejeune, justement, depuis qu'il est arrivé, de dire on ne va pas faire dans la provocation gratuite, mais au contraire, défendre des idées en faisant parler des gens avec qui on n'est pas d'accord, parce que précisément, c'est ce débat-là qui nous intéresse. Cette stratégie gagnante commence à énerver beaucoup de monde, et là, il y en a beaucoup qui ont craché leur venin de manière particulièrement féroce. Oui, mais alors, au-delà même des questions personnelles qui peuvent nous ulcérer, parce que ça témoigne tout de même à la fois d'une certaine méchanceté, si vous voulez s'acharner sur un confrère en disant il faut le virer, il faut les faire taire, etc. C'est quoi il faut vous mettre à la rue et que vous deveniez tous SDF. Au-delà de la méchanceté, c'est sur le principe, moi, que je suis un tout petit peu inquiète. Et la coïncidence, si vous voulez, entre le procès de Charlie Hebdo et cela, ça m'a beaucoup frappé. Et ce qui m'a frappé, en fait, je l'ai écrit, c'est que c'est même la réaction de Charlie. Il y a eu donc ce tweet où Mélenchon faisait une sorte de fil rouge allant de Marianne, Charlie, Marianne, Valeurs Actuelles. Quelle a été la réaction de Charlie et je crois de Marianne en plus soft? Ça a été de dire c'est vraiment dégueulasse de nous mettre dans le même sac. Non seulement c'est dégueulasse de nous mettre dans le même sac, mais en plus cette fiction dégueulasse, atroce, etc. Voilà. Et effectivement, c'est quand même très étonnant. Moi je pense que Charlie aurait été vraiment Charlie s'ils avaient dit nous ne partageons pas les idées de Valeurs Actuelles, mais nous nous battrons pour qu'ils puissent les exprimer. C'est ça. Et en plus, ce qui est très étonnant, c'est que pour le coup, Charlie Hebdo, qui, dans un édito qui est quand même pas très vieux, expliquait très justement que les nouveaux tabous avaient changé, qu'il y avait certaines choses, et notamment, il s'adressait à la gauche, et dont ils sont évidemment issus, en leur disant, en fait, quand on tapait en gros sur les réacs et les cathos, ça vous faisait beaucoup rire, et puis on a changé, on attaque aujourd'hui les nouveaux tabous de l'époque, le féminisme, l'écologie, le féminisme, ils ne les attaquent pas beaucoup. Non, mais ça leur est arrivé. Non, mais quand ils parle même sur le terrain éthique, bioéthique, on se souvient du numéro de Charlie sur la GPA qui avait fait rire personne parce qu'ils usaient des mêmes outils mais sur un terrain sur lequel on n'a pas le droit d'aller. Donc effectivement, ils avaient complètement identifié ça et là on ne sait pas pourquoi, effectivement, c'était étonnant de la part de Charlie. C'est vraiment une déception pour moi parce que ça aurait eu une certaine gueule. Le jour de l'ouverture de leur procès, il leur aurait suffi de faire un petit tweet en disant nous ne partageons absolument pas les idées de Valeurs Actuelles, mais nous les soutenons, ils ont le droit d'exister. C'est le pluralisme. Voilà, c'était étonnant, mais bon, nous, ça ne nous empêchera pas de. Non, mais je suis un peu inquiète tout de même sur l'État. Moi, je dois vous dire qu'il y a des moments réguliers où je me dis il faut vraiment changer de métier. Et ce week-end, on a été. Je trouve ça tout de même un peu inquiétant sur l'état des médias, sur l'état du pluralisme. C'est-à-dire la liberté, en fait, c'est bon pour les gens avec qui on est d'accord. Mais c'est exactement ça, en fait, ce qui est très révélateur même dans ce week-end, c'est que on voit très bien que la presse, le Monde, Libération, passe son temps à nous expliquer qu'il y a une droitisation, quand ça n'est pas une extrême droitisation des plateaux de télévision, qu'on serait absolument partout, tout le temps, et qu'on ferait la pluie et le beau temps à la télévision. Alors évidemment, nous, ça nous fait rire, parce qu'on y est quand même sur les plateaux et qu'on voit bien que non, il n'y a pas une unanimité de ce qu'on pense. En plus, les sujets sont très différents, etc. Mais au-delà de ça, avec le week-end que vient de passer Valeurs Actuelles,
ceux qui continuent à nous expliquer que les médias sont tenus par Valeurs Actuelles lui-même, avec l'aide de Causeur et de quelques autres, on peut quand même rigoler là. Non, mais alors, justement, moi, si vous voulez, vous me permettez d'user de mon grand âge par rapport à vous. Moi, j'ai connu une période où vraiment, si vous voulez, les points de vue que je pouvais défendre étaient totalement marginaux sur les plateaux. J'étais toute seule contre tous, très souvent quand j'étais invitée. Hein. J'étais vraiment solitaire. Aujourd'hui, je dois vous le dire, alors c'est vrai que je suis à CNews. Donc la méchante chaîne, il y a Éric Zemmour, Pascal Praud et tous ces méchantes personnes. Enfin, il y a des gens de gauche qui viennent évidemment tous les jours sur le plateau, mais il est vrai que les points de vue que je défends sont parfois très mainstream, en fait. Donc, mais parce que le pays a changé lui aussi. Et alors, ça, là, vous avez raison, c'est qu'il y a un pluralisme, notamment sur les plateaux de télévision, parmi les éditorialistes, il y a un pluralisme qui s'est réinstallé. C'est une bonne chose. On ne peut que attendre que ça se multiplie dans les autres chaînes, etc., que ça se rééquilibre. D'abord, il faudrait rappeler quand même à nos confrères très inquiets de la droitisation qu'il y a un équilibre qui s'est mis en place et qu'un équilibre, ça n'est jamais dangereux. C'est juste l'équilibre qui manquait beaucoup plus que d'un côté ou de l'autre. Maintenant, c'est une différence de voir le pluralisme dans les éditorialistes et dans les débats qu'il y a sur les plateaux télé, etc., et de comprendre qu'il y a un discours majoritaire médiatiquement qui échappe aux éditorialistes. Il y a des mots qui sont choisis par la presse tout entière. Il y a un ronronnement. Évidemment. Et là, ce week-end, on ne peut pas me dire le contraire. C'est exactement l'illustration absolue de ça. Et que tous les journalistes se soient pas dit, attendez, quand même, virer Geoffroy Lejeune d'un plateau de télévision pour une fiction dans son journal la semaine d'avant, on a dépassé les bornes. C'est quand même très étonnant qu'il y ait aussi peu de journalistes qui réagissent. Donc il y a bien effectivement quand même un unanimisme. Alors là je dirais qu'il y a vraiment une différence entre l'hégémonie, si vous voulez, et la majorité. C'est-à-dire que vous pouvez être parfaitement majoritaire dans le pays. La position, ce qu'on peut appeler l'idéologie hégémonique, ou en tous les cas dominante aujourd'hui, c'est une idéologie qui en fait représente très peu, séduit beaucoup moins de monde. Et vous connaissez ça par cœur, il faut être féministe comme à la façon dont ils le décrivent. Oui, c'est ça, bien sûr. Moi, je suis féministe, je pense, mais victorieuse, il faut être ceci, il faut être cela, il faut être écolo comme il faut être antiraciste comme il faut être... Et dans les médias, c'est encore, si vous voulez, vous avez l'espèce d'idéologie spontanée des jeunes journalistes qui pensent d'ailleurs qu'ils ne font pas d'idéologie et pour qui penser que Valeurs Actuelles est raciste. Si vous voulez, c'est quelque chose de spontané maintenant. Et je pense qu'en fait, le conformisme a remplacé l'idéologie. C'est-à-dire qu'on n'a plus des gens en face avec qui on va pouvoir confronter des idées, avec qui on va pouvoir dire, voilà, là-dessus, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais on va expliquer pourquoi et qu'est-ce qui nous différencie. Aujourd'hui, c'est bien ou c'est pas bien. Et en fait, c'est insupportable d'avoir intellectuellement. C'est non seulement frustrant, mais très, très désagréable. Et en plus, on n'avance à rien. Et si effectivement, à chaque fois qu'on ouvre la bouche, on dit, c'est Valeurs Actuelles, donc c'est raciste, effectivement, le débat s'arrête là, en fait. Oui, mais alors Geoffroy Lejeune, heureusement, n'est pas complètement évincé de la télévision, puisqu'il est dans l'émission de Cyril Hanouna. Vous êtes vous-même sur CNews comme moi. Alors, je me disais, mais si, il y a 10 ans, on m'avait dit qu'un jour, le rempart du pluralisme et de la liberté serait Vincent Bolloré, ça m'aurait peut-être beaucoup étonné. Mais de fait... je dois dire qu'on y trouve une certaine liberté. Mais complètement. Oui, c'est ça, il y a une liberté en fait. Liberté qui n'existe pas, et là je voudrais quand même le dire, parce que ça c'est choquant, TF1 ils font ce qu'ils veulent en fait. Bien sûr, évidemment. Ils font ce qu'ils veulent, on peut les critiquer, mais ce qui me choque beaucoup, c'est ce qui se passe sur le service public. Est-ce que vous avez été invité à vous expliquer sur France Inter par exemple ? Non, jamais. Et justement, je voulais arriver là, il me semble, je ne me rappelle plus exactement les termes, mais je me rappelle avoir écrit il y a un moment un papier pour vous défendre, parce que vous aviez été attaqué sur France Inter d'une façon assez odieuse quand même, non ? Oui, là, bien dégueulasse. C'était physique Oui, c'était physique et sexuel surtout. Oui, c'était le fait... Voilà, en fait, c'était un humoriste qui expliquait que, en fait... Donc il me qualifiait de petite catho d'extrême droite et que les petites cathos d'extrême droite, ça l'excite. Et donc il avait en gros, je passe les détails qui sont pas très frais, quoi, comme on dit maintenant, et qui voulait me déguiser en Jeanne d'Arc et me prendre derrière le canapé, quoi. Voilà, c'était écrit avec force détail. Et je n'en revenais pas parce qu'on sortait quand même du mouvement MeToo avec toutes ces exagérations. Et à la fin de ce truc, sur France Inter, l'attaque absolument gratuite
pour le coup, assez Dégueulasse, insultantes, quoi, dégueulasse, clairement. oui, oui, oui. Voilà, et puis bah, là, en fait, il fallait que je considère que c'était un humoriste, donc Voilà. voilà. Vous Et avez- d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, parce que bon, bah voilà, Vous avez rien fait, vous n'avez même pas pris votre téléphone pour appeler la directrice de Non, France non, je Inter n'ai, et lui je dire n'ai- ce que vous pensiez? Non, j'ai rien fait. Il y a Pascal Praud, pour le coup, qui avait été le seul, en tout cas, je crois, à la télévision À vous à défendre. parler de cette affaire et à me défendre. Voilà, j'étais sur son plateau ce jour-là, donc j'avais dit ce que j'en pensais. Voilà, je pensais qu'en fait, a priori, c'était quand même infiniment plus sali qu'il ne m'avait sali moi-même. Et que voilà, je n'en revenais pas, en fait. Mais je n'en revenais pas qu'il ait pu écrire cette chronique qui, franchement, était juste dégueulasse, quoi. Et pas drôle, en plus, qui est quand même gênant pour un humoriste. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, je notais qu'il n'y avait eu absolument aucune réaction et que si ça avait été quelqu'un d'autre à ma place, il y en aurait eu évidemment infiniment plus, à la fois du côté de la victime, si on peut dire, et du côté de celui qui rédigeait la chronique. Maintenant, je ne le notais pas spécialement pour qu'il y ait une tornade contre cet homme pour me défendre, simplement pour dire, en fait, si tout pouvait se passer comme ça, voilà, on demande quel est votre avis sur cette chronique, j'ai dit c'est dégueulasse et c'est complètement con et je vois pas très bien ce qui a poussé cet homme à faire ça. Enfin voilà, fin de l'histoire, je suis une grande Oui, parce fille. que vous êtes calme, hein, moi je ne l'aurais pas dit comme ça. Et alors donc, quel est votre état d'esprit maintenant? Vous n'avez pas peur que dans le fond, tout ça vous pousse un peu tout de même à vous limer les ongles, à tourner votre Non, langue 8 parce fois que- dans votre bouche avant de parler? Non, parce que là, on était vraiment sur un terrain qui est celui, encore une fois, de la fiction, qui n'est pas celui sur lequel Valeurs Actuelles est en permanence. C'est pas notre métier, la fiction. Bon, alors, je dis, on le fait toutes les semaines, tous les étés, Oui. c'est toujours bien passé. Donc, il y a des gens très talentueux qui ont fait des fictions dans ce journal. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, le cœur de notre métier, évidemment, qui est le journalisme, et en fait, les thèses indigénistes, on va, encore une fois, le faire dès la semaine prochaine sur ce terrain journalistique, en prenant les faits, en les commentant et en disant exactement pourquoi on s'y oppose. Et ça, on continuera à le faire exactement comme on le faisait avant. Ça marchait plutôt bien, ça a énervé suffisamment de gens pour qu'on ait envie de continuer. Bah oui, ça c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez appris finalement dans toute cette période? Eh ben, on a appris à serrer les coudes, hein, ça c'est sûr. Et c'est une rédaction très très jeune, Valeurs. Donc c'est vrai que c'était la tornade qu'on s'est pris. Des jeunes racistes Voilà, traditionnalistes. c'est ça, évidemment. Ah oui, intégristes. Et ça, parce que intégristes. ça, on oublie souvent de le préciser. Et non, c'est vrai que c'est une rédaction, oui, qui est jeune, donc qui a traversé sa première tempête, en tout cas avec Oui. un chef. C'est un peu votre baptême aussi du feu. jeune. Ça a été le baptême du feu de cette rédaction-là. Ouais. Et bah, c'est vrai que ça a été incroyablement violent. On s'est dit que voilà, il y avait des choses auxquelles il fallait faire moins attention qu'à d'autres. On a pris les avis aussi de ceux qui avaient déjà traversé ce genre de tempête et qui nous ont dit tenez bon, ça va Oui, passer. ça passe. Et puis voilà. Et puis on s'est dit aussi que voilà, il fallait qu'on réussisse à continuer ce qu'on avait décidé de faire quand Geoffroy Lejeune est arrivé à la tête de cette rédaction, c'est-à-dire arrêter la provocation inutile parce que ça n'est pas notre terrain, arrêter la provocation inutile et effectivement faire un travail de plus en plus solide, de plus en plus journalistiquement irréprochable pour continuer à défendre des idées qui effectivement, je pense, ont besoin d'être défendues dans ce pays, qui ne le sont pas par énormément de gens, en tout cas dans Pas à ce France secteur, Inter, en tous les cas. pas à France Inter. Et voilà, et ça, on continuera à le faire et on sait qu'on le fait, on sait exactement pourquoi on le fait, on sait ce qu'on défend et ça, on n'en a pas honte, quoi. Donc, Et nous, on continuera à vous lire et à vous Eh ben, c'est recevoir, sympa. chère Charlotte. Merci. Et on vous dit bon courage pour la suite. Mais Voilà. moi, Ça va c'est déjà mieux. Moi, c'est ce que je vous dis. Ça passe. Et c'est aussi la Légion d'honneur de se Voilà. faire attaquer par tout un bah, tas par de- autant de gens, par, c'est par- sûr que- par tout un tas d'imbéciles. C'est aussi la Légion d'honneur. Bon, bah, merci. Voilà. Merci beaucoup.